Le ciel de Paris pesait sur les tours de la Défense, un couvercle de plomb gris typique d'un automne mélancolique. Au dernier étage d'un palace, dans une suite dont le prix d'une nuit aurait pu nourrir une famille pendant 1 an, le silence était assourdissant. À travers l'immense baie vitrée, la vie frénétique de la capitale se déroulait comme un film muet, une agitation lointaine et insignifiante. Les voitures N étaient que des points lumineux, les gens des fourmis affairées. Ici, dans cette bulle de luxe aseptisée, le temps semblait suspendu, prisonnier d'une attente calculée. Chaque élément de ce décor, du canapé design à la sculpture abstraite, criait la richesse, mais rien ne chuchotait la vie. C était un non-lieu, un poste d'observation parfait pour une prédatrice attendant le moment propice pour frapper, un sanctuaire de solitude érigé sur les fondations d'une douleur ancienne. L'intérieur de la suite était une étude de minimalisme froid et intentionnel. Pas une seule photo de famille sur les consoles laquées, pas un livre abandonné sur la table basse en verre, pas le moindre objet personnel qui aurait pu trahir une once de vulnérabilité. Tout était impeccable, ordonné, presque clinique. Le mobilier, signé par de grands noms du design contemporain, semblait avoir été choisi pour son absence de chaleur, pour sa capacité à refléter la lumière, sans jamais l'absorber. Signé était un espace qui ne servait pas à vivre, mais à opérer. Sur la grande table trônait un ordinateur portable dernier cri, son écran projetant des graphiques et des lignes de code complexes. À côté, des dossiers méticuleusement classés et une coupe de champagne à moitié vide, dont les bulles S éteignaient lentement, témoignaient d'une victoire célébrée sans joie, une simple formalité dans un plan longuement mûri. Cette suite N était pas un refuge, mais un quartier général, le centre névralgique d'une opération de destruction méticuleusement planifiée depuis des années. L'air y était chargé d'une tension palpable, une électricité statique qui précédait l'orage. C était l'entre-D. Élodie, une femme de 45 ans qui avait transformé sa vie en une arme de précision. Chaque recoin de cet espace reflétait sa personnalité, contrôlé, puissant et impénétrable. La solitude qui y régnait N était pas subie, mais choisie, cultivée comme un bouclier nécessaire pour mener à bien la mission qu'elle S était fixée 15 ans plus tôt. Le luxe ostentatoire N était qu'une façade, une armure de verre et d'acier conçue pour masquer la blessure béante qu'elle portait en elle, une cicatrice qu'elle avait refusé de laisser guérir, préférant l'affûter pour en faire le tranchant de sa vengeance. Élodie se tenait debout, immobile, face à la baie vitrée. Elle était l'incarnation même de Pouce, élégance parisienne, une silhouette taillée au couteau dans un tailleur pantalon d'un noir profond qui épousait parfaitement sa stature. Sa coiffure, un carré structuré, encadrait un visage aux traits fins, rehaussé par un maquillage sobre mais affirmé, une véritable armure cosmétique. Rien dans son apparence ne laissait transparaître la moindre faille. Elle projetait une image de contrôle absolu, de réussite insolente, celle d'une figure de la French Tech, qui après avoir vendu sa start-up pour une fortune à un groupe américain, revenait en France non pas pour retrouver ses racines, mais pour les arracher. Chaque geste était mesuré, chaque regard pesé, comme si elle était constamment sur scène, jouant le rôle de la femme que personne ne pouvait plus jamais atteindre ou blesser. Pourtant, la véritable histoire d'Élodie ne se lisait pas dans ses vêtements de créateur ou sa posture rigide, mais dans son regard. Des yeux d'un bleu glacial, analytique, capable de disséquer un bilan financier en quelques secondes, mais traversé par une fatigue abyssale que nul succès ne parvenait à combler. C était le regard d'une personne qui n'avait pas dormi d'un sommeil paisible depuis une décennie et demie. Sa posture droite jusque, à la raideur, donnait l'impression qu'elle portait un poids invisible, celui d'un passé qu'elle avait juré de ne jamais oublier, et surtout, de ne jamais pardonner. Cette contradiction fondamentale était son moteur. Au fond d'elle, derrière la façade de la femme d'affaires impitoyable, se cachait toujours la jeune femme trahie et humiliée, celle qui avait transformé son ressentiment en carburant pour bâtir un empire dont le seul but était la destruction de son ancienne vie. Sur elle, écran de l'ordinateur, un email attendait d'être ouvert. Le sujet était laconique. Confirmation OPA finalisée. C était l'aboutissement de semaines de manœuvres financières complexes, d'attaques anonymes menées via des sociétés écrans. C était le coup de grâce porté à la petite PME du bâtiment de son ex-mari, Julien. Elle avait méthodiquement orchestré l'annulation de ses contrats clés, l'asphyxiant lentement jusqu'à ce qu'il soit au bord de la faillite. L'offre de rachat qu'elle avait présentée était dérisoire, une insulte, mais C était la seule porte de sortie pour lui, la seule façon d'éviter une ruine totale et une liquidation judiciaire humiliante. Elle prit la coupe de champagne, but une gorgée du liquide tiède et éventé. Le goût de la victoire était amer, métallique, loin de l'euphorie qu'elle avait imaginée pendant toutes ces années de planification obsessionnelle.
Elle cliqua enfin sur le message. Les mots apparurent, froids et impersonnels. Chère madame, nous vous confirmons l'acceptation de votre offre par monsieur Julien Lemaire. Les documents finaux seront prêts pour signature demain. C'est était fait. 15 ans d'exil volontaire, de travail acharné, de sacrifices personnels, tout cela pour ce simple paragraphe sur un écran. Elle avait gagné. Elle avait détruit l'homme qui l'avait anéanti, ainsi que sa complice, Chloé, son ancienne meilleure amie. Elle avait repris le contrôle, inversé les rôles. Elle était désormais la plus forte. Un léger sourire étira ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. Il n'y avait aucune chaleur, aucune satisfaction réelle, seulement la froide constatation d'un objectif atteint. La vengeance était un plat qui se mangeait froid, disait-on. Le sien était glacé, et il lui laissait un goût de cendre dans la bouche. Elle repensa à Julien, à son visage quand il avait découvert la trahison. Elle repensa à Chloé, son amie la plus proche, qui lui avait planté un couteau dans le dos avec un sourire. Il lui avait tout pris, son amour, sa confiance, sa dignité, et même l'entreprise qu'ils avaient commencé à bâtir ensemble. Il l'avait laissée pour morte, émotionnellement et financièrement. Pendant des années, cette humiliation avait été une plaie ouverte, un feu qui consumait ses nuits. Elle était jurée qu'un jour, elle leur ferait payer, non pas en leur faisant du mal physiquement, mais en leur enlevant ce qu'ils avaient de plus cher. Leur sécurité, leur petite vie confortable construite sur les ruines de la sienne. Et aujourd'hui ce jour était arrivé. L'entreprise de Julien, son gagne-pain, sa fierté, était désormais entre ses mains, et elle comptait la démanteler pièce par pièce. Le plan était achevé, la vengeance consommée, mais au lieu du soulagement attendu, un vide immense s'installa en elle. Était donc ça ? Tout ce chemin parcouru pour un simple email et une coupe de champagne sans saveur ? Une impulsion soudaine, irrationnelle, la saisit. Elle voulait voir. Pas sur un écran, pas à travers les rapports de ses avocats. Elle voulait voir de ses propres yeux, le résultat de son œuvre. Elle voulait voir le bâtiment modeste de cette PME de banlieue, sentir l'atmosphère de défaite qui devait y régner. Elle voulait peut-être, secrètement, apercevoir l'ombre de Julien, voir sur son visage l'expression de l'homme acculé, brisé, comme elle l'avait été autrefois. Était une envie cruelle, une faiblesse qu'elle ne s'autorisait jamais, mais qui était plus forte que tout. Savourer sa victoire, la rendre réelle, tangible. Si cette histoire commence à vous toucher, et que vous voulez découvrir comment une vengeance méticuleusement planifiée peut basculer en un instant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos récits inspirants. Nous adorons savoir d'où vous nous suivez, alors laissez un commentaire pour nous dire depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires qui explorent la complexité des émotions humaines et la force de la résilience. Maintenant, retournons à Paris, où la victoire d'Ezenigvo, Elodie est sur le point de prendre un tournant totalement inattendu, un virage qui va remettre en question toutes ses certitudes et la confronter à la conséquence la plus imprévue de ses actes. Sans plus réfléchir, Elodie se dirigea vers le dressing. Elle enfila un long manteau de cachemire, attrapa un sac à main et ses clés de voiture. Son chauffeur l'attendait en bas, mais elle décida d'y aller seule. Était une affaire personnelle, un pèlerinage macabre qu'elle devait accomplir en solitaire. En traversant le hall luxueux de l'hôtel, personne ne se retourna sur son passage. Elle était devenue experte dans l'art de se fondre dans le décor, de devenir invisible malgré son allure impeccable. Était l'un des paradoxes de sa nouvelle vie. Plus elle devenait puissante et riche, plus elle se sentait transparente, déconnectée du monde réel. Elle rejoignit le parking souterrain, le bruit de ses talons résonnant sur le béton ciré, et s'installa au volant de sa berline allemande, un autre symbole de son succès impersonnel. Le trajet de la Défense vers la banlieue où se trouvait l'entreprise de Julien était un voyage à travers deux mondes. Elle quitta les avenues larges et les gratte-ciel de verre pour s'enfoncer dans un réseau de rues plus étroites, bordées de pavillons modestes et de petits immeubles. Le gris du ciel semblait se rapprocher, les couleurs s'estompaient. La pluie fine qui commençait à tomber ajoutait une couche de mélancolie au paysage. Elodie conduisait avec une concentration mécanique, ses mains gantées de cuir serrant fermement le volant. Elle ne ressentait rien, ou plutôt, elle s'efforçait de ne rien ressentir. Elle repoussait les souvenirs qui tentaient de remonter à la surface, les images d'une autre vie, d'une autre femme, qui avait cru en l'amour et en l'amitié dans des rues semblables à celle-ci. Elle arriva enfin à destination. La PME de Julien occupait un petit bâtiment en briques, sans charme, coincé entre un entrepôt et une voie ferrée. Était à des années-lumière de son univers. Une enseigne défraîchie portait le nom de l'entreprise, un nom qu'elle connaissait bien car était celui qu'ils avaient choisi ensemble il y a si longtemps. L'ironie était cruelle. Elle gara sa voiture de l'autre côté de la rue,
à une distance respectable, derrière un arbre qui lui offrait un poste d'observation discret. Le parking de l'entreprise était presque vide. Quelques lumières étaient encore allumées à l'intérieur, malgré l'heure tardive. Elle imaginait Julien, seul dans son bureau, en train de contempler les ruines de son monde. Une part d'elle exultait, mais une autre, infime, ressentait un malaise indéfinissable. Elle resta là, le moteur coupé, à regarder la façade anonyme du bâtiment. Elle attendait sans savoir vraiment quoi. Peut-être espérait-elle le voir sortir, la tête basse, pour que sa victoire soit complète. Les minutes égrenèrent lentement, rythmées par le va-et-vient des essuie-glaces sur son pare-brise. Puis, une silhouette apparut près de l'entrée. Mais ce N était pas Julien. C était une jeune fille, une adolescente qui ne pouvait pas avoir plus de 14 ou 15 ans. Elle portait un sac à dos et tenait un parapluie. Elle s'assit sur le petit muret qui bordait le parking, comme si elle attendait quelqu'un. Élodie fronça les sourcils, une curiosité involontaire piquant son indifférence calculée. Qui était cet enfant attendant sous la pluie battante devant l'entreprise en faillite de son ex-mari? La jeune fille sortit un carnet de croquis de son sac et se mit à dessiner absorbée, cherchant refuge dans son art pour échapper à l'attente et au mauvais temps. Élodie observa son profil concentré, la mèche de cheveux qui tombait sur son front. Elle remarqua ses baskets usées, le jean un peu trop court. Il y avait une maturité étonnante dans sa posture, mais aussi une tristesse diffuse dans la façon dont ses épaules étaient voûtées. Elle attendait son père. Élodie comprit soudain. Le calcul fut rapide, brutal. 15 ans. Cet enfant était le fruit de leur trahison. C était Léa, la fille de Julien et de Chloé. Pour la première fois de sa vie, Élodie la voyait. Ce N était plus un concept abstrait, une simple conséquence de leur histoire, mais un être humain, une adolescente innocente assise sous la pluie. Le choc fut violent, inattendu. Il frappa Élodie avec la force d'un poing en pleine poitrine, lui coupant le souffle. Elle avait tout prévu. Chaque étape de sa vengeance, chaque conséquence financière, chaque humiliation qu'elle infligerait à Julien et Chloé. Mais elle n'avait jamais pensé à elle, à l'enfant. Elle n'avait jamais envisagé le visage de la victime collatérale de sa guerre personnelle. En regardant Léa, si seule et si triste sur ce muret, Élodie ne vit pas la fille de ses ennemis. Elle vit une enfant qui portait, sans le savoir, le poids d'une histoire qui la dépassait. Une histoire de douleur et de ressentiment qu'elle n'avait pas choisie. La carapace D, Élodie, forgée pendant 15 ans, se fissura pour la première fois. Le visage de l'adolescente, concentré sur son dessin, était un miroir involontaire. Dans son expression grave, Élodie crut reconnaître une solitude familière, le même désarroi qu'elle avait ressenti à 29 ans, lorsqu'on lui avait tout arraché. Mais cette fois, Sec était elle qui tenait le marteau. Sa vengeance, qu'elle avait toujours considérée comme un acte de justice légitime, lui apparut soudain sous un jour nouveau, monstrueux. Ce N était pas une équation abstraite où elle rééquilibrait les torts du passé. C était la destruction active et consciente du monde d'une innocente. Le triomphe qu'elle avait ressenti quelques instants plus tôt se mua en un sentiment nauséabond de culpabilité. La victoire avait un visage, et C était celui d'une enfant triste. Pendant toutes ces années, sa douleur avait été son unique horizon, justifiant chaque action, chaque sacrifice. Elle s'était raconté qu'elle ne faisait que rendre la monnaie de leurs pièces à ceux qui l'avaient brisée. Mais en cet instant précis, sous la pluie fine de novembre, face à cette jeune fille qui dessinait pour oublier l'angoisse, une question terrible émergea des profondeurs de sa conscience, une question qui menaçait de faire s'effondrer tout, édifice de sa vie. Sa justice valait-elle vraiment le malheur d'une enfant? La vue de Léa ne marquait pas la fin de sa vengeance, mais le début d'un conflit bien plus terrible, un conflit qui allait se jouer non plus contre les autres, mais à l'intérieur d'elle-même. Élodie sentit ses mains trembler sur le volant. L'air dans l'habitacle devint soudainement irrespirable. Elle avait orchestré la ruine d'un homme, mais elle réalisait maintenant qu'elle était en train de faire bien plus que cela. Elle anéantissait le père de cet enfant, le héros de cette jeune fille. La certitude froide qui l'avait guidée pendant 15 ans s'évapora, remplacée par un doute vertigineux. Elle avait voulu être celle qui tenait les ficelles, celle qui contrôlait le destin. Mais en regardant Léa, elle comprit qu'elle, N, était peut-être qu'un maillon de plus dans un cycle de souffrance qu'elle était en train de perpétuer. Sa vengeance N était pas une fin, mais une nouvelle graine de douleur plantée dans la vie d'une innocente. Le visage de Léa devint le symbole de tout ce qu'elle avait ignoré. Le souvenir de Léa, assise sur ce muret sous la pluie, était gravé sur ma rétine. Il tournait en boucle dans mon esprit, superposant son visage triste à celui de la jeune femme que j'avais été 15 ans plus tôt. Pour comprendre la violence de ce choc, il faut remonter le temps, revenir à une époque où mon monde N
était pas fait de verre et d'acier, mais de rire, de projets insouciants et d'une confiance aveugle en l'avenir. J'avais 29 ans, et ma vie tournait autour de 2 personnes, Julien, mon amour, mon partenaire, et Chloé, ma meilleure amie, ma sœur de cœur. Nous étions inséparables, un trio fusionnel qui pensait pouvoir conquérir le monde depuis notre petit appartement de banlieue parisienne, où les rêves coûtaient moins cher que le loyer. Julien et moi nous étions rencontrés sur les bancs d'une école de commerce. Ce ne fut pas un coup de foudre, mais une évidence. Nous partagions la même ambition, la même énergie, la même vision. Il était le bâtisseur, l'homme de terrain, celui qui savait parler aux artisans et transformer des plans en réalité. J était la stratège, celle qui jonglait avec les chiffres, les contrats, et qui voyait le potentiel là où les autres ne voyaient que des obstacles. Ensemble, nous étions complets. Notre amour était né de cette complémentarité, une romance pragmatique et passionnée à la fois. Nous passions nos nuits à dessiner les plans de notre future entreprise, une petite société de rénovation, avec l'enthousiasme naïf de ceux qui croient encore que le travail acharné et l'honnêteté suffisent pour réussir. Chloé était entrée dans ma vie bien avant Julien, au lycée. Elle était mon encre, mon miroir, celle qui connaissait mes peurs les plus secrètes et mes joies les plus simples. Quand Julien est arrivé, elle l'a accueilli à bras ouverts, devenant la 3e pointe de notre triangle. Elle était la confidente de nos doutes, la première à célébrer nos petites victoires. Je me souviens de nos soirées passées à refaire le monde sur notre canapé usé, une bouteille de vin bon marché sur la table basse. Chloé nous écoutait parler de notre projet d'entreprise avec des étoiles dans les yeux, nous encourageant, nous poussant à oser. Jamais, pas une seule seconde, je n'ai douté de sa loyauté. Elle était ma famille, une évidence aussi immuable que l'amour que je portais à Julien. Notre entreprise, Lemaire et Associés, a vu le jour dans un garage que nous avions retapé nous-mêmes. Les débuts furent difficiles, faits de sacrifices et de nuits blanches. Julien passait ses journées sur les chantiers, les mains dans le ciment, et je passais les miennes au téléphone, à négocier avec les fournisseurs et à démarcher des clients. Chloé venait souvent nous aider après son travail, apportant des cafés et son soutien indéfectible. Nous étions une équipe soudée portée par un rêve commun. Chaque contrat signé était une fête, chaque projet terminé une fierté. Nous ne gagnions pas beaucoup d'argent, mais nous étions riches de cette complicité, de ce sentiment grisant, de construire notre avenir brique par brique, main dans la main. Était une période de ma vie où le bonheur était simple, tangible. Le succès a commencé à frapper à notre porte, plus vite que prévu. Notre réputation de sérieux et de qualité s'est répandue dans la région. Nous avons dû embaucher, déménager dans de vrais bureaux. Julien était un excellent chef de chantier, et j'avais un don pour la gestion. Nous formions un duo redoutable. Mais avec la croissance sont venues les premières fissures, invisibles attelées d'œil nu. Le travail nous consumait. Les soirées à refaire le monde se sont raréfiées, remplacées par des discussions sur les bilans et les plannings. Julien devenait plus distant, plus préoccupé. Je mettais cela sur le compte du stress, de la pression qui augmentait. Je me disais que était le prix à payer pour notre réussite, une phase temporaire avant de retrouver notre équilibre. Chloé, elle, était toujours là. Plus présente que jamais, même. Elle passait souvent au bureau, prétextant vouloir prendre de mes nouvelles, mais finissait toujours par discuter longuement avec Julien. Je la voyais lui apporter son déjeuner, elle, écouter se plaindre de la fatigue. J, était aveugle, ou peut-être ne voulais-je pas voir. Je voyais en elle une amie dévouée qui prenait soin de nous deux, qui comblait les vides que le travail creusait dans notre couple. Je la remerciais même, avec une naïveté qui me fait honte aujourd'hui. Tu es un ange, Chloé. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Elle me souriait, un sourire que je prenais pour de l'affection, mais qui, était que le masque d'une trahison déjà en marche. Elle était le poison qui s'infiltrait lentement dans les fondations de ma vie. Le point de bascule fut subtil. Des regards échangés entre eux que je ne comprenais pas, des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce, des réunions tardives de Julien, qui devenaient de plus en plus fréquentes. La méfiance s'est installée en moi, un sentiment froid et désagréable que je tentais de repousser. Je ne voulais pas croire à l'impensable. Je me persuadais que j'ai été fatigué, paranoïaque. J'ai même essayé d'en parler à Julien un soir. On ne se parle plus beaucoup, en ce moment. Tout va bien ? Il m'avait répondu d'un ton las, sans me regarder. C'est le travail, Élodie. Tu sais bien. On est sous pression. Était une demi-vérité qui cachait un mensonge entier. Et mon cœur, malgré lui, a commencé à sentir le froid de la faim. La découverte fut brutale, sordide, comme dans un mauvais film. Était un samedi après-midi. Julien était censé être sur un chantier important. J était passé à la maison chercher un dossier que j'avais oublié.
En entrant, j'ai entendu des voix à l'étage. La voix de Julien et celle de Chloé. J'ai monté les escaliers sur la pointe des pieds, le cœur battant à tout rompre. La porte de notre chambre était entr'ouverte. Je les ai vus. Ensemble. Ce N était pas seulement l'infidélité qui m'a frappé, mais la banalité du mal. Ils parlaient de moi, de comment ils allaient me le dire, de comment ils allaient gérer la situation avec l'entreprise. Ils ne parlaient pas d'amour, mais de logistique. J était devenu un problème à résoudre, un obstacle sur leur chemin. Le monde s'est effondré sous mes pieds, le son s'est coupé, les couleurs ont disparu. Je me souviens être resté figé dans le couloir, incapable de respirer. Ce N était pas seulement mon mari qui me trahissait, C était ma meilleure amie, ma confidente. Ils avaient détruit en un instant tout ce en quoi je croyais. L'amour, l'amitié, la loyauté. J'ai fait demi-tour sans un bruit, suis redescendu, et j'ai quitté la maison que nous avions construite ensemble. Je marchais dans la rue sans savoir où j'allais, le visage de Chloé souriant à côté de Julien gravé dans mon esprit. La douleur était physique, une lame de glace plantée dans ma poitrine. C était plus qu'une trahison, C était une annihilation. Il ne m'avait pas seulement trompé, il m'avait effacé. La confrontation a eu lieu le lendemain au bureau. J était glacial, vidé de toute émotion. Ils ont essayé de se justifier, de parler de sentiments qu'on ne contrôle pas. Je les ai à peine écoutés. La seule chose qui m'importait était l'entreprise, notre projet, la seule chose qui me restait. Mais là aussi, ils avaient tout prévu. Julien m'a expliqué que, légalement, les parts étaient majoritairement à son nom. Il m'a proposé une somme dérisoire pour racheter les miennes, pour éviter que les choses ne s'enveniment. Chloé était là, silencieuse, le regard fuyant. Ils m'ont non seulement volé mon mari et mon ami, mais aussi le fruit de mon travail, de mes sacrifices. J était acculé, humilié, dépouillé de tout. J'ai signé les papiers, pris mon chèque, et je suis parti sans un regard en arrière. Les semaines qui ont suivi sont un brouillard de douleur et d'humiliation. J'ai logé chez mes parents, dans ma chambre d'adolescente, me sentant comme une enfant brisée. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Je ressassais chaque souvenir, chaque sourire, chaque parole, cherchant le moment où tout avait basculé, où le mensonge avait commencé. J'ai appris par des amis communs qu'ils étaient installés ensemble immédiatement, que Chloé avait pris ma place au bureau. Ils avaient repris le cours de leur vie sur les ruines de la mienne, sans le moindre remords. C'est à ce moment-là que la tristesse a commencé à se transformer en autre chose. Une colère froide, profonde, une rage qui allait devenir le nouveau moteur de mon existence. Je ne pouvais plus rester en France. Chaque rue, chaque café, chaque visage me rappelait ma défaite. J'avais besoin de disparaître, de renaître loin de tout ça. Avec le peu d'argent que j'avais, j'ai acheté un billet d'avion pour les États-Unis, sans plan précis, juste le besoin viscéral de mettre un océan entre eux et moi. Ce N était pas une fuite, mais un exil stratégique. Je me suis fait une promesse silencieuse dans l'avion qui me menait vers l'inconnu. Un jour, je reviendrai. Et ce jour-là, je serai plus forte. Je leur reprendrai non pas ce qu'ils m'avaient volé, mais ce qu'ils chérissaient le plus. Je leur ferai ressentir une fraction de l'impuissance et de l'humiliation qu'ils m'avaient infligée. La vengeance est devenue ma raison de vivre. Mes premières années en Californie furent un enfer. Je ne connaissais personne, mon anglais était approximatif. J'ai enchaîné les petits boulots, serveuse, vendeuse, pour survivre. La solitude était mon unique compagne. Mais chaque soir, en rentrant dans mon minuscule studio, je ne m'autorisais pas à pleurer. Je m'asseyais à mon bureau. Et j'y étudiais. Je dévorais des livres sur la finance, la technologie, le marketing. Je me suis inscrite à des cours du soir. Mon cerveau était une éponge, et ma soif d'apprendre était inextinguible. Je ne travaillais pas pour un avenir meilleur, je travaillais pour un passé à effacer. Chaque nouvelle compétence acquise était une arme de plus dans mon arsenal. L'idée de ma start-up est née de cette obsession. J'ai identifié une faille dans le marché de la logistique logicielle, un domaine aride et complexe, loin du monde émotionnel qui m'avait détruite. J'ai mis toutes mes économies dans ce projet. J'ai travaillé 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Le sommeil était un luxe, les relations sociales, une distraction. Mon entreprise était mon armure, mon refuge. J'ai codé les premières versions du logiciel moi-même, dans mon salon, nourri de café et de ressentiments. J'ai démarché mes premiers investisseurs avec une détermination qui confinait à la folie. Ils n'ont pas investi dans mon idée, ils ont investi dans le feu qui brûlait dans mes yeux. Le succès est arrivé, spectaculaire et violent. En quelques années, ma société est devenue un acteur incontournable de la Silicon Valley. J était la Frenchie qui avait réussi, l'incarnation du rêve américain. Les magazines parlaient de moi, de mon parcours fulgurant.
personne ne connaissait la véritable origine de cette ambition dévorante. J'ai accumulé une fortune que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai acheté des appartements, des voitures, des vêtements de luxe. Mais rien de tout cela ne me procurait de joie. Étaient des outils, des symboles de pouvoir. Chaque million gagné était un pas de plus vers mon véritable objectif. Le jour où je serai assez puissante pour retourner en France et régler mes comptes. Pendant toutes ces années, je me suis tenue informée de leur vie, à distance. Grâce à des alertes Google et des profils de réseaux sociaux publics, je les observais. J'ai vu les photos de leur mariage, la naissance de leur fille, Léa. J'ai suivi la croissance modeste de l'entreprise qu'ils m'avaient volée. Chaque image de leur bonheur apparent était un coup de poignard. Mais aussi un rappel de ma mission. Je n'ai jamais ressenti de jalousie, seulement une impatience froide. Je les regardais construire leur petit château de cartes, sachant que j'y étais en train de forger le vent qui le ferait écrouler. Ils étaient devenus des personnages dans mon plan, des cibles, pas des êtres humains. Le jour où j'ai vendu ma start-up à un géant de la tech, le chiffre sur le contrat était vertigineux. Mais la seule chose que j'ai ressentie en signant, était le déclic d'une serrure qui s'ouvrait enfin. La porte de ma vengeance était grande ouverte. J'avais désormais les moyens illimités de mettre mon plan à exécution. Je suis rentrée en France non pas en conquérante, mais en fantôme. J'ai pris cette suite à la Défense, un lieu impersonnel et stratégique, et j'ai commencé à tisser ma toile. J'ai engagé les meilleurs avocats, les meilleurs analystes financiers. L'opération était chirurgicale, anonyme. Je voulais qu'ils sentent la pression monter, qu'ils se sentent impuissants, traqués par une force invisible exactement comme je était senti. L'OPA hostile contre l'entreprise de Julien N était que la première étape. Je savais que était sa fierté, le symbole de sa réussite. En la détruisant, je le détruisais lui. J'ai savouré chaque rapport qui détaillait ses difficultés croissantes, chaque contrat qu'il perdait à cause de mes manœuvres. Était une vengeance froide, intellectuelle, presque abstraite. Je ne ressentais ni plaisir, ni haine, seulement la satisfaction d'un plan qui se déroulait à la perfection. Était devenu une machine, une équation. Le mal qu'il m'avait fait serait remboursé au centime près. La justice telle que je la concevais était en marche, et rien ne pouvait l'arrêter. Et puis, il y a eu cette pluie de novembre. Cette impulsion irrationnelle, de vouloir voir le résultat de mon œuvre. Cette décision de me rendre seule, devant ses bureaux. Je m'attendais à ressentir une satisfaction finale, la conclusion de 15 ans d'efforts. Je m'attendais à voir l'ombre de Julien, l'homme brisé. Je ne m'attendais pas à voir Léa. Je n'étais pas préparé à ce que ma vengeance ait un visage. Un visage innocent, triste, absorbé dans un dessin, pour échapper à une réalité que j'avais moi-même créée. Ce fut comme si un miroir se brisait, et pour la première fois, je voyais les éclats de ma propre humanité perdue. Après avoir quitté les abords de l'entreprise, je n'ai pas pu rentrer à l'hôtel. L'image de Léa me hantait. Je roulais sans but, le luxe de ma voiture me semblant soudain obscène. Une curiosité malsaine, ou peut-être un premier sursaut de conscience, m'a poussé à en savoir plus sur elle. Ce était pas difficile. Quelques recherches suffirent à découvrir son école, ses activités. J'ai appris qu'elle fréquentait un atelier de dessin à la Maison des Jeunes et de la Culture de son quartier. Une MJC. Ces 3 lettres résonnaient comme un écho d'un monde que j'avais oublié. Un monde de simplicité, de communauté, à des années-lumière de mes tours de la Défense. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que la moi d'avant n'aurait jamais fait. J'ai troqué mon tailleur contre un jean et un pull simple, et je me suis rendu à cette MJC. L'endroit était modeste, bruyant, plein de vie. Des enfants couraient dans les couloirs, les murs étaient couverts d'affiches colorées. Je me sentais comme une étrangère, une observatrice d'un autre univers. J'ai prétexté m'intéresser aux cours pour adultes, pour pouvoir jeter un œil à l'atelier de dessin. Et je l'ai vu. Léa était là, assise à une grande table, penchée sur sa feuille, le visage empreint d'une concentration intense, qui la rendait plus âgée que ses 14 ans. Je suis resté à l'aile, écart, la regardant travailler. Elle avait un talent évident. Ses traits étaient précis, ses ombres pleines de sensibilité. Elle ne dessinait pas des paysages ou des natures mortes, mais des visages, des expressions. Elle semblait chercher à capturer l'âme de ses sujets. En la regardant, je n'ai pas vu la fille de mes ennemis. J'ai vu une jeune artiste, une âme sensible, qui utilisait son art comme un bouclier ou une fenêtre. J'ai remarqué ses baskets usées, le matériel de dessin simple qu'elle utilisait. Des détails qui criaient les difficultés financières que je étaient appliqués à créer pour sa famille. La monitrice de l'atelier s'est approchée d'elle, lui a fait une remarque. Léa a levé la tête et a souri. Un sourire timide, mais lumineux. Et dans ce sourire, j'ai vu un éclat de Julien, celui d'avant la trahison.
et j'ai vu la douceur de Chloé, celle que j'avais tant aimée. C était un mélange déconcertant, un rappel douloureux que la vie est plus complexe qu'une simple histoire de victimes et de bourreaux. Cet enfant était le produit de leur amour, un amour né sur les cendres du mien, mais un amour qui avait créé quelque chose de beau et de pur. La culpabilité, un sentiment que j'avais banni de mon vocabulaire, a commencé à poindre, comme une mauvaise herbe tenace. J'ai observé l'interaction entre Léa et les autres jeunes de l'atelier. Elle était plutôt solitaire, discrète, mais pas isolée. Elle partageait un crayon, échangeait un conseil, toujours avec une gentillesse et une maturité surprenantes. Elle semblait porter un poids, une gravité qui contrastait avec l'insouciance de ses camarades. Je me suis demandé ce qu'elle savait de l'histoire de ses parents. Probablement rien. Mais les enfants sont des éponges. Elle devait sentir la tension à la maison, l'angoisse de son père, les nuits sans sommeil de sa mère. Elle ressentait les conséquences de mes actes sans pouvoir mettre de mots dessus. Son téléphone a vibré sur la table. Elle a décroché. Sa voix était basse, inquiète. « Oui maman. Non, ça va. Tu es sûre que ça va ? D'accord, je t'attends. » Elle a raccroché, et le bref éclat de lumière dans ses yeux s'est éteint. Son visage s'est refermé. L'inquiétude y a tracé des ombres. Elle a regardé son dessin, puis a soupiré, comme si le poids du monde venait de s'abattre sur ses frêles épaules. J'ai compris que sa mère, Chloé, venait de lui dire qu'elle serait en retard. J'imaginais la scène. Chloé, paniquée, essayant de trouver une solution aux problèmes financiers qui s'accumulaient, et sa fille, à l'autre bout du fil, qui absorbait toute cette angoisse. C'est à ce moment-là que l'incident s'est produit. En se rasseyant, Léa a bousculé sa pile de feuilles. Son carnet de croquis a glissé de la table et est tombé par terre, ouvert, à quelques pas de moi. Était un réflexe. Je me suis penché pour le ramasser avant que quelqu'un ne marche dessus. Mes doigts ont effleuré le papier granuleux. Et mes yeux se sont posés sur la page ouverte. Mon cœur a cessé de battre. Ce N était pas un simple dessin. Était un portrait. Un portrait de Julien. Le dessin était d'une justesse et d'une tristesse poignantes. Elle l'avait capturé dans un moment de vulnérabilité totale. Il était assis à un bureau, la tête entre les mains, les épaules affaissées sous un poids invisible. Il n'y avait pas de colère sur son visage, pas de dureté. Seulement, une immense lassitude, un désespoir infini. Léa n'avait pas dessiné l'homme d'affaires, le mari, le traître. Elle avait dessiné son père. Un père qu'elle aimait, et qu'elle voyait souffrir sans comprendre pourquoi. Elle avait capturé l'essence de l'homme que J était en train de détruire. Je suis resté pétrifié, le carnet à la main. Ce dessin était plus puissant que n'importe quel rapport financier, plus éloquent que n'importe quel discours d'avocat. Il a fait voler en éclats la caricature que je était construite de Julien pendant 15 ans. L'homme que je haïssais, le monstre que je voulais abattre, s'est effacé pour laisser place à ce père abattu, portraituré avec un amour et une inquiétude déchirants par sa propre fille. Ma vengeance N était plus un acte de justice abstrait. Elle avait un coût humain, un coût que je pouvais voir, sentir, toucher à travers ce simple dessin au fusain. Léa s'est approchée, le visage embarrassé. « Excusez-moi, c'est à moi. » Je lui ai tendu le carnet, incapable de prononcer un mot. Nos regards se sont croisés pendant une fraction de seconde. Dans ses yeux j'ai vu de la confusion, mais aussi une lueur de reconnaissance, comme si elle se demandait où elle avait déjà vu mon visage. J'ai détourné le regard la première, me sentant soudain nue, exposée. J était l'architecte secret de la tristesse que je lisais dans ses yeux et sur son dessin. La honte m'a submergée, un sentiment si violent qu'il m'a presque fait perdre l'équilibre. J'ai quitté la MJC en chancelant, comme si j'avais reçu un coup. En regagnant ma voiture, mes mains tremblaient. Le portrait de Julien dessiné par sa fille était imprimé dans mon esprit. Il avait tout changé. Il avait donné une âme à ma cible. Il m'avait forcé à voir au-delà de ma propre douleur, de ma propre histoire. Pour la première fois depuis 15 ans, je ne pensais plus à ce qu'il m'avait fait, mais à ce que Jacques était en train de faire. Je était plus la victime qui réclamait justice. J était devenu le bourreau. Cette prise de conscience a été dévastatrice. Tout l'édifice de ma vie, construit sur le ciment de la vengeance, menaçait de s'effondrer. Ma réussite, ma fortune, mon pouvoir, tout cela me semblait soudain vide de sens, vain. J'avais passé la moitié de ma vie d'adulte à affûter une arme pour la pointer sur eux, et je réalisais maintenant que cette arme avait une double lame. En les détruisant, je détruisais une part de moi-même,
la part qui était encore capable de ressentir de l'empathie, de la compassion. La part que Léa, sans le savoir, venait de réveiller. Le conflit interne qui a éclaté en moi était d'une violence inouïe. Une partie de moi, la partie blessée, hurlait que Sarthe était mérité. Ils n'avaient eu aucune pitié pour moi, pourquoi devrais-je en avoir pour eux? Ils avaient construit leur bonheur sur mes larmes, il était juste qu'ils paient. Cette voix était forte, nourrie par des années de solitude et de ressentiment. Elle me disait de ne pas flancher, d'aller jusqu'au bout, de savourer ma victoire, peu importe les dommages collatéraux. Après tout, ce N était pas moi qui avais commencé cette guerre. Mais une autre voix, plus faible, plus nouvelle, commençait à se faire entendre. C était la voix de la femme que J était avant, celle qui croyait en la nuance, en la complexité des êtres. Cette voix me montrait le visage de Léa, l'innocence de son regard, la tristesse dans son dessin. Elle me demandait si ma justice valait le malheur de cet enfant. Elle me demandait si, en devenant aussi impitoyable qu'eux, je ne perdais pas définitivement la seule chose qui me restait. Mon intégrité. Étais-je en train de guérir une vieille blessure, ou d'en infliger une nouvelle, encore plus profonde, à une innocente? Je suis rentré à l'hôtel, mais la suite luxueuse m'a semblé une prison dorée. La vue sur Paris, qui symbolisait mon pouvoir, me semblait maintenant un simple panorama de solitude. J'ai ouvert mon ordinateur, l'email de confirmation de l'OPA était toujours là. Le mot finalisé me fixait, moqueur. Ce qui avait été une source de triomphe quelques heures plus tôt, était devenu une source d'angoisse. J'ai repensé à la coupe de champagne, à son goût amer. Ce N était pas le goût de la victoire, C était le goût des cendres. Les cendres du monde d'une adolescente de 14 ans. Mon plan, si méticuleusement élaboré, si parfait sur le papier, avait une faille que je n'avais jamais anticipée, l'humanité. J'avais traité Julien et Chloé comme des entités, des symboles de ma douleur passée. J'avais oublié qu'ils étaient des êtres humains, faillibles, complexes, et qu'ils étaient les parents d'une enfant qui les aimait. Léa était la variable imprévue, le grain de sable, qui venait de gripper toute la mécanique de ma vengeance. Elle était le miroir qui me renvoyait une image de moi-même que je ne pouvais plus supporter. La nuit a été longue, une torture d'insomnie et de doute. Je faisais les 100 pas dans la suite, passant de la colère au remords, de la justification à la culpabilité. J'ai essayé de me raisonner, de me dire que ce N n'était pas ma faute, que je ne faisais que récolter ce qu'ils avaient semé. Mais le visage de Julien, tel que Léa l'avait dessiné, revenait sans cesse. Ce N n'était pas le visage d'un coupable qui recevait son châtiment, mais celui d'un homme à terre. Et était moi qui. La nuit avait été un champ de bataille. Mon esprit, une arène où s'affrontaient 15 années de haine méticuleusement entretenues, et l'image insoutenable d'une enfant triste. Au petit matin, aucune des deux armées n'avait gagné, me laissant exsangue vide, au milieu des ruines de mes certitudes. C'est alors que l'email est arrivé. Une communication laconique de mes avocats, transmettant une demande de Julien, une réunion de la dernière chance. Ils ne demandaient pas pitié, mais une rencontre avec les représentants de la société qui le rachetait, ignorant encore que cette entité prédatrice et anonyme, était moi. Une part de moi voulait refuser, achever mon œuvre dans l'ombre. Mais une autre, plus sombre et plus curieuse, a accepté. Je voulais le voir. Je voulais voir l'homme du dessin de Léa, et le confronter une dernière fois à la femme qu'il avait créée. Je me suis préparé pour cette rencontre, comme pour une guerre. J'ai choisi mon armure la plus efficace. Un tailleur noir, à la coupe si précise qu'il semblait taillé dans du métal. Chaque geste était calculé, du choix de mes escarpins au tracé impeccable de mon rouge à lèvres. Ce N était pas de la vanité, mais une stratégie de survie. Cette façade était le rempart qui me protégeait de mes propres émotions, le masque qui dissimulait les fissures apparues la veille. En traversant Paris pour rejoindre la tour de la Défense où la rencontre devait avoir lieu, je me répétais mon mantra, celui qui m'avait fait tenir pendant toutes ces années. Ils méritent cela. Ils ont détruit ma vie sans un regard en arrière. C'est la justice, pas la vengeance. Mais les mots sonnaient creux, et l'image de Léa se superposait à chaque reflet de mon visage dans la vitre teintée de la voiture. La salle de réunion était à l'image de ma vie, vaste, froide, et offrant une vue imprenable sur un monde auquel je n'appartenais plus. Une immense table en bois laqué noir reflétait le ciel gris, les chaises en cuir attendaient silencieusement les protagonistes du drame. Je suis arrivée la première, délibérément. Je voulais m'imprégner du lieu, en faire mon territoire. Assise au bout de la table, dans le fauteuil du pouvoir, je contemplais la ville en contrebas. Des milliers de vies, des milliers d'histoires qui s'entremêlaient, indifférentes à la mienne. Pour la première fois, ce pouvoir que j'avais tant désiré me semblait dérisoire. Détruire une petite entreprise de banlieue depuis le sommet de ce gratte-ciel ne me grandissait pas, au contraire,
Cela soulignait, elle, étroitesse de mon horizon, la petitesse de ma victoire face à l'immensité de la vie. Mes avocats se sont installés discrètement, respectant mon silence. Ils étaient des instruments, des pièces sur mon échiquier, ignorant des enjeux réels qui se jouaient. Pour eux, ce N était qu'un dossier de plus, une acquisition hostile menée avec une efficacité redoutable. Ils ne voyaient pas la femme brisée sous la femme d'affaires impitoyable. Ils ne savaient pas que cette transaction était le point final d'une histoire commencée 15 ans plus tôt dans un lit défait et une amitié trahie. L'attente était une torture. Chaque minute qui passait était un combat contre l'envie de tout annuler et de fuir, de retourner dans mon exil américain où ma douleur était une force, et non ce fardeau de culpabilité qui commençait à m'écraser. Mais il était trop tard. J'entendais des pas dans le couloir. La porte allait s'ouvrir. Julien est entré, suivi de son avocat, un homme au visage las. Il avait vieilli. Ce ne fut pas une pensée triomphante, mais une simple et douloureuse constatation. Les cheveux grisonnants aux tempes, des rides de fatigue creusant son front. Il avait perdu cette arrogance juvénile qui le caractérisait. Il était voûté, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Était lui. Était l'homme du dessin de Léa. Il a balayé la salle du regard, s'attendant à voir des financiers en costume, des visages anonymes. Ses yeux ont glissé sur moi sans s'arrêter, puis sont revenus, incrédules. Le temps s'est suspendu. J'ai vu la reconnaissance, puis l'incompréhension, et enfin le choc, pur et total, vider son visage de toute couleur. Son avocat a commencé à parler, mais Julien ne l'entendait plus. Élodie, son murmure fut à peine audible, un souffle étranglé qui traversa la pièce, et brisa le silence glacial. Était la première fois que j'entendais ma voix prononcée par lui en 15 ans. Ce simple mot a fait trembler des fondations que je croyais indestructibles. J'ai puisé dans mes dernières réserves de froideur pour soutenir son regard, pour ne laisser transparaître aucune des émotions qui me submergeaient. J'ai hoché la tête, lentement. Un simple mouvement qui confirmait son pire cauchemar. La prédatrice invisible qui le traquait depuis des mois, qui l'avait acculé à la ruine, avait mon visage. Le visage de la femme qui l'avait trahi et abandonné. La symétrie était parfaite, cruelle, la justice telle que je l'avais imaginée, prenait enfin forme. Son avocat, sentant la tension anormale, s'est tu. Julien a fait un pas en avant, les mains légèrement tremblantes. « C'est toi ? Depuis le début ?» Sa voix était un mélange de rage et de désespoir. Il ne cherchait plus à négocier, mais à comprendre l'ampleur de la catastrophe. Je suis restée silencieuse, laissant mon regard lui répondre. Oui, Zaël était moi. Moi, le fantôme de son passé revenu pour réclamer son dû. Moi, la conséquence de ses actes. Il a secoué la tête, comme pour chasser une hallucination. Pourquoi ? Pourquoi faire ça, Élodie ? Après tout ce temps ? La question était si naïve, si pleine d'une inconscience qui frôlait l'insulte, qu'elle a ravivé une braise de ma colère. Il osait demander pourquoi. Nous sommes ici pour finaliser les termes d'une offre de rachat, monsieur le maire, ai-je répondu, ma voix délibérément neutre, impersonnelle, comme si nous ne nous étions jamais connus. Chaque mot était une arme, choisie pour le blesser, pour lui signifier qu'entre nous il n'y avait plus d'histoire, plus d'humanité, seulement une transaction. J'ai poussé le dossier vers lui sur la longue table. Je vous suggère de vous concentrer sur les aspects techniques. Mon avocat a repris la parole, détaillant les clauses du contrat d'une voix monocorde. Mais Julien ne l'écoutait pas. Il me fixait, son regard naviguant entre la haine et une forme de supplication désespérée. Il essayait de retrouver en moi une trace de la femme qu'il avait connue, une faille dans mon armure. C'est à ce moment que la porte de la salle de réunion s'est ouverte à la volée, sans qu'on ait frappé. Chloé est apparue sur le seuil, essoufflée, le visage ravagé par l'angoisse. Elle avait dû attendre dans le couloir, trop nerveuse pour rester à écart. En me voyant, elle s'est figée, la main sur la bouche. Le choc sur son visage était encore plus violent que celui de Julien. Elle me voyait, moi, l'amie qu'elle avait trahi, assise sur le trône de leur destruction. Elle a balbutié mon nom, un son étranglé. Son arrivée a fait basculer la scène d'une confrontation d'affaires tendue à un drame personnel à vif, exposant toutes les blessures du passé sous la lumière crue des néons. Elle a ignoré les avocats, a contourné la table et s'est arrêtée devant moi. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Élodie, je t'en supplie, arrête ça !»« Ne fais pas ça !» Sa voix était brisée. Ce N était plus la femme sûre d'elle qui m'avait volé ma vie, mais une mère de famille terrifiée, prête à tout pour sauver les siens. « Tu as gagné. Tu nous as détruits. Est-ce que ça ne suffit pas ? Pense à notre fille. Pense à Léa. » Le fait qu'elle prononce ce nom, ici, dans ce lieu, a été comme un coup de poignard.
Elle utilisait sa fille comme un bouclier, la dernière carte à jouer dans une partie qu'elle avait déjà perdue. Une rage froide m'a envahi. Comment osait-elle? Ne prononce pas son nom, ai-je sifflé, ma voix basse et tranchante. Tu n'as pas le droit. Vous n'aviez pas pensé à moi, quand vous avez construit votre petite vie heureuse sur mes ruines. Alors ne me parlez pas d'elle. La confrontation était devenue ce que j'avais toujours redouté et secrètement désiré. Une explosion de reproches, une mise à nu de 15 ans de ressentiment. Julien s'est levé, protecteur. Ne lui parle pas comme ça. Nous avons fait des erreurs, d'accord? Mais ce que tu fais, c'est monstrueux. C'est inhumain. Le mot a résonné en moi. Inhumain. Était exactement ce que J était devenu pour survivre à ce qu'il m'avait fait. J était le monstre qu'ils avaient eux-mêmes créé. La discussion s'est envenimée, les vieilles rancœurs remontant à la surface comme un poison. Ils parlaient de leur amour, de leurs difficultés, comme pour justifier leur trahison. Je les écoutais, impassible en apparence, mais chaque mot était une torture. Je ne voyais plus les bourreaux de mon passé, mais un couple à la dérive, usé par les soucis, se raccrochant l'un à l'autre, face à une tempête qu'ils ne comprenaient pas. Mon triomphe avait un goût de cendre. Je les avais mis à genoux, mais cela ne me rendait pas ma vie, ne guérissait aucune de mes blessures. Au contraire, cela les ravivait, les exposait. Le pouvoir que j'exerçais sur eux était une illusion, une drogue dont l'effet commençait à se dissiper, ne laissant qu'un vide encore plus grand. Et puis, le silence est tombé. Un silence soudain, total. La porte S était ouverte de nouveau, mais cette fois, sans bruit. Léa se tenait sur le seuil. Elle n'avait pas l'air effrayée ou perdue. Elle avait une gravité dans le regard, une détermination qui figea tout le monde sur place. Elle avait dû suivre sa mère, sentir que quelque chose de terrible se jouait ici. Ses yeux n'ont pas cherché ses parents. Ils se sont posés directement sur moi. Il n'y avait ni haine ni peur dans son regard. Juste une immense et profonde tristesse. Elle a traversé la pièce, ses pas légers résonnant dans le silence assourdissant. Personne n'a osé bouger. Elle s'est approchée de la grande table noire, cet autel de ma vengeance. Elle a posé ses yeux sur les piles de documents, les contrats qui scellaient le destin de sa famille. Puis, elle a de nouveau levé son regard vers moi. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Sa maîtrise était terrifiante, bien plus percutante que n'importe quelle explosion de colère. Elle semblait être la seule adulte dans cette pièce remplie de fantômes du passé. Elle a avancé sa main, non pas pour prendre le dossier, mais pour le toucher, comme pour prendre la mesure de l'objet qui causait tant de douleur. Son geste était lent, délibéré, et il a capté toute l'attention de la pièce. Sa voix, quand elle a parlé, était calme, presque un murmure, mais elle portait avec une clarté dévastatrice. « Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous », a-t-elle commencé, son regard ne quittant jamais le mien. « Je sais juste que, à cause de ça, mes parents ne dorment plus et que, à la maison, il n'y a que des cris. » Chaque mot était une vérité simple, un constat brut qui balayait toutes les justifications, toutes les rancœurs. Elle ne prenait pas parti. Elle décrivait simplement les conséquences, l'onde de choc de notre guerre d'adultes qui ravageait son monde d'enfant. Elle était la victime innocente, le dommage collatéral qui avait soudain un visage et une voix. Elle a alors poussé légèrement l'un des dossiers vers moi. Un geste symbolique d'une puissance inouïe. Si signer ça peut tout arrêter, alors s'il vous plaît, signez. Son plaidoyer était pas pour l'entreprise, pas pour l'argent, pas pour ses parents. Était un plaidoyer pour la paix. Pour le silence. Pour la fin de la souffrance. Elle a terminé par une phrase qui a brisé la dernière de mes défenses, qui a fait s'effondrer 15 ans de murs érigés autour de mon cœur. Je veux juste que ça s'arrête. Dans sa voix, j'ai entendu l'aile, écho de ma propre prière silencieuse, celle de la jeune femme de 29 ans qui voulait juste que la douleur s'arrête. Le cycle était là, devant moi, incarné par cette adolescente. La douleur que j'avais subie, Jay, était en train de l'infliger, de la transmettre à la génération suivante. J était devenu le maillon d'une chaîne de souffrance. Ma vengeance, ma prétendue justice, Anne, était qu'une perpétuation du mal. En voulant punir le passé, J était en train de détruire l'avenir d'une innocente. Léa ne me demandait pas de pardonner à ses parents. Elle me demandait de la sauver, elle. De briser le cycle. Dans son regard, je n'ai pas vu la fille de mes ennemis, j'ai vu une version plus jeune, plus sage de moi-même, me suppliant de choisir une autre voie que celle de la destruction. J'ai regardé Julien et Chloé. Ils étaient anéantis, non pas par ma puissance mais par la sagesse et la douleur de leur propre fille. Ils la regardaient comme s'ils la voyaient pour la première fois, réalisant l'impact de leur histoire sur elle. En cet instant, nous étions plus une victime et des bourreaux.
Nous étions 3 adultes brisés, rappelés à l'ordre par la dignité d'une enfant. La haine qui m'avait consumé pendant si longtemps s'est éteinte, non pas remplacée par le pardon mais par une immense lassitude, et une lueur de quelque chose d'autre. La possibilité de choisir. Mon regard est revenu sur les documents posés sur la table. Le contrat. Le trophée de ma longue guerre. Il représentait des années de travail, de sacrifice, de solitude. Il était le symbole de ma victoire. Mais en le regardant, je ne voyais plus que le poids qui empêchait Léa de dormir. Je ne voyais plus qu'une encre qui me maintenait enchaîné à un passé qui n'en finissait pas de mourir. La libération N n'était pas dans la signature de ce contrat, mais dans sa destruction. Il fallait que ça s'arrête. Pour elle. Et peut-être, aussi, un peu pour moi. Sans un mot, j'ai tendu la main, et j'ai saisi la pile de documents la plus épaisse. Le papier était lourd, dense, plein de clauses et de chiffres qui n'avaient plus aucun sens. Le silence dans la pièce était total, chaque personne retenant son souffle. Julien, Chloé, les avocats, et surtout Léa, me regardaient, attendant de voir ce que j'allais faire. Mes mains ne tremblaient plus. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais calme, lucide. Ma décision était prise non pas par mon cerveau, mais par quelque chose de plus profond, une partie de moi que je croyais morte depuis longtemps. Le son du papier qui se déchire est brutal, presque obscène dans le silence feutré de la salle de réunion. Je l'ai déchiré en deux, d'un geste sec et puissant. Ce N était pas seulement du papier que je déchirais, mais 15 ans de haine. Je déchirais le plan, la vengeance, le passé. Je déchirais le lien toxique qui me liait encore à eux. J'ai laissé les 2 moitiés du contrat tomber sur la table. Elles ont atterri avec un bruit mat, final. C'était la fin. Mais pas la fin que j'avais planifiée. Une fin bien plus juste, bien plus libératrice. J'ai levé les yeux une dernière fois vers Léa. Un léger hochement de tête, presque imperceptible, a passé entre nous. Ce N n'était pas un remerciement, ni des excuses. Était une reconnaissance. Elle avait vu en moi ce que personne d'autre ne voyait, et m'avait offert une porte de sortie que je n'aurais jamais trouvée seule. Je me suis levé, j'ai lissé mon tailleur, cette armure devenue inutile. Sans un regard pour Julien ou Chloé, j'ai tourné les talons, et j'ai quitté la salle de réunion. En franchissant la porte, je ne laissais pas derrière moi une vengeance inachevée, mais le poids d'une vie entière. Pour la première fois en 15 ans, je ne savais pas où j'allais, mais je savais que j'étais enfin libre. Cette histoire vous plaît ? Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Nous continuons maintenant avec la vidéo. En sortant de la tour, le vent froid de novembre me fouetta le visage, mais pour la première fois je le sentis vraiment. Ce N était plus une simple donnée météorologique à ignorer, mais une sensation vive, presque purificatrice. Je marchais sans but sur l'esplanade de la Défense, mes talons claquant sur le béton comme le métronome d'une nouvelle vie qui commençait. La foule pressée des employés de bureau me frôlait, des anonymes absorbés par leurs propres histoires, leurs propres batailles. Et pour la première fois depuis une éternité, je ne me sentis pas au-dessus d'eux, mais parmi eux. Le poids de ma vengeance, ce fardeau que j'avais porté comme une armure et une croix, était évaporé, me laissant étrangement légère et vulnérable. Était dépouillé de mon objectif, de ma raison d'être des 15 dernières années, et ce vide était à la fois terrifiant et incroyablement libérateur. De retour dans la suite, le luxe m'agressa. Chaque objet design, chaque surface polie, me semblait obscène. Le décor d'une pièce de théâtre, dont le dernier acte venait de se jouer de manière totalement imprévue. La coupe de champagne, encore sur la table, me parut être le vestige d'une autre femme, une étrangère froide et calculatrice, que je ne reconnaissais plus. Mon premier geste ne fut pas de m'effondrer, mais d'agir. J'appelai mes avocats. Leur voix, au téléphone, était un mélange de confusion et d'inquiétude professionnelle. J'ordonnai, d'un ton qui ne souffrait aucune discussion, de retirer l'offre de rachat, d'annuler toutes les procédures en cours. Ils protestèrent, parlèrent de pénalités financières, de dommages et intérêts, de la complexité juridique de faire marche arrière à ce stade. Ma réponse fut simple et définitive, payer ce qu'il faut, c'est terminé. Je ne le faisais pas pour eux, pas pour Julien ou Chloé. Le pardon était un chemin que je n'étais pas encore prête à emprunter. Peut-être ne le serais-je jamais. Je le faisais pour Léa, et surtout, pour moi. En déchirant ce contrat, je n'avais pas sauvé leur entreprise. Je leur avais simplement rendu le droit de se battre pour elle, de faire face aux conséquences de leur propre vie, sans que mon ombre ne plane sur leur destin. Je me détachais. Était cela, la véritable libération. Non pas effacer le mal qu'ils m'avaient fait, mais refuser de le laisser continuer à dicter ma propre existence. Je coupais le dernier fil qui me reliait à eux, un fil tissé de haine et de ressentiment.
qui m'emprisonnaient autant qu'ils les menaçaient. La justice que j'avais cherchée, n'était pas dans leur destruction, mais dans ma propre reconstruction. Les jours qui suivirent furent étranges, flottants. J'ai mis en vente la suite hôtelière transformée en appartement de luxe. J'ai commencé à trier les affaires accumulées au fil des ans, symbole d'une réussite qui sonnait creux. Ces vêtements de créateurs, ces œuvres d'art contemporain, ces gadgets technologiques, tout cela, était que le costume d'un personnage que je ne voulais plus jouer. J'ai réalisé que j'avais bâti un empire financier, mais que je n'avais pas de maison, pas de foyer. J'avais des contacts, mais pas d'amis. J'avais du pouvoir, mais aucune joie. En me débarrassant de ces objets, je me débarrassais des couches successives de protection que j'avais érigées autour de mon cœur blessé, et je redécouvrais, avec une certaine appréhension, la personne qui se cachait en dessous. Au lieu de repartir pour les États-Unis, de retrouver la bulle familière de la Silicon Valley, je décidai de rester en France. Partir aurait été une autre forme de fuite. Je voulais réapprendre à vivre ici, non plus en fantôme du passé, mais en citoyenne du présent. J'ai loué un appartement simple dans le quartier du Marais, un lieu vibrant d'histoire et de vie, à l'opposé de la froideur minérale de la Défense. Je recommençais à marcher dans Paris, non plus pour repérer des cibles, mais pour redécouvrir la beauté d'une ville que j'avais oubliée. Je m'asseyais aux terrasses des cafés, observant les gens, écoutant les bribes de conversation, me réappropriant une normalité qui m'avait longtemps été étrangère. Était un processus lent, parfois douloureux, mais essentiel. L'idée a germé en moi, inspirée par le souvenir du carnet de croquis de Léa, de son talent brut, et de ses baskets usées. Que faire de cette fortune née de la douleur et de la solitude? La laisser dormir sur des comptes en banque n'avait aucun sens. Elle devait être transformée et recyclée en quelque chose de positif. J'ai décidé de créer une fondation. Une fondation destinée à offrir des bourses à de jeunes talents issus de milieux modestes, des jeunes qui, comme Léa, possédaient un don mais n'avaient pas les moyens de le développer. L'art, la créativité, tout ce qui m'avait manqué dans ma quête obsessionnelle de pouvoir, je voulais désormais le soutenir, le nourrir chez les autres. C'était ma façon de donner un nouveau sens à mon parcours. Le projet m'a absorbé complètement. J'ai mis la même énergie, la même rigueur que j'avais déployée pour bâtir ma start-up, puis pour orchestrer ma vengeance, au service de cette nouvelle cause. J'ai rencontré des éducateurs, des artistes, des travailleurs sociaux. J'ai appris un nouveau langage, celui de l'engagement, de la philanthropie. Je passais mes journées à étudier des dossiers, non pas pour y déceler des failles financières, mais pour y découvrir des étincelles de potentiel, des rêves, qui ne demandaient qu'un coup de pouce pour s'envoler. Ce travail était exigeant, mais pour la première fois, il me nourrissait au lieu de me consumer. Chaque bourse accordée était une petite victoire contre le cynisme, une affirmation que l'on pouvait construire sur des ruines. La fondation fut baptisée l'Atelier des possibles. Le nom était une évidence. Il évoquait le lieu de création artistique, mais aussi la promesse d'un avenir ouvert, d'un destin que l'on peut façonner. Ce N était plus une question de réparation du passé, mais de construction de l'avenir. Ma douleur personnelle, si longtemps un moteur de destruction, était devenue le carburant d'une ambition nouvelle, créer des opportunités, ouvrir des portes, transformer l'argent en espoir. Je n'attendais aucune reconnaissance, aucune gratitude. Le simple fait de voir ces jeunes épanouir, était ma récompense, la preuve que j'avais enfin trouvé la bonne voie. 2 ans plus tard, le vernissage de la première exposition des lauréats de la Fondation battait son plein dans une galerie parisienne. L'atmosphère était électrique, vibrante de jeunesse, de fierté et de créativité. Je circulais parmi les invités, non plus avec la distance calculée de la femme d'affaires, mais avec une chaleur sincère. Mon tailleur noir avait été remplacé par une robe plus souple, mes traits étaient détendus, et le sourire qui flottait sur mes lèvres était plus une arme sociale, mais l'expression d'un contentement profond. Je était plus la PDG, la prédatrice. J était Élodie, la fondatrice, et je me sentais enfin à ma place. Mon regard fut attiré par une œuvre en particulier, un grand tableau à l'huile placé en évidence. Il représentait une silhouette féminine, de dos, contemplant un paysage urbain de gratte-ciel à travers une immense baie vitrée. La solitude qui se dégageait de la scène était poignante, mais la lumière qui entrait par la fenêtre suggérait une promesse d'aube. Il n'y avait aucun doute sur l'identité de la personne qui l'avait peint. Je cherchais la signature dans le coin inférieur, Léa L. Mon cœur se serra, non pas de tristesse, mais d'une émotion complexe, un mélange de fierté et de gratitude. Je l'aperçus de l'autre côté de la salle, entourée de ses amis et de sa famille. Elle avait grandi, était devenue une jeune femme. Elle était plus la petite fille triste sur son muret, mais une artiste affirmée, dont le regard portait une nouvelle confiance. Nos yeux se croisèrent par-dessus la foule.
Il n'y eut pas de grands gestes, pas de mots échangés. Juste un léger hochement de tête de sa part, et un sourire discret en retour de la mienne. Était un dialogue silencieux, un accusé de réception de nos histoires entremêlées. Elle ne me remerciait pas de l'avoir sauvée, elle reconnaissait le chemin parcouru, par elle et par moi. Dans ce simple regard tout était dit. Le cycle de la douleur avait été brisé. Ma vengeance avortée n'avait pas mené au triomphe que j'avais imaginé, mais à quelque chose de bien plus précieux. Une rédemption. Pas une rédemption religieuse ou morale, mais une rédemption personnelle. La capacité de transformer le poison de mon passé en un remède pour l'avenir des autres. Léa N était plus le symbole des dommages collatéraux de ma haine, mais celui de ma capacité à changer, à choisir une autre fin à mon histoire. Elle avait été le miroir qui m'avait forcé à me regarder, et je lui en serais éternellement reconnaissante. Je n'ai jamais revu Julien ou Chloé de près. Je savais par les nouvelles du secteur que leur entreprise avait survécu, non sans difficulté. Ils avaient eu leur chance de se reconstruire, loin de moi. Leur histoire continuait, comme la mienne, mais nos chemins étaient définitivement séparés. Il n'y avait plus de colère, plus de ressentiment. Juste une distance paisible, l'acceptation que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais qu'on peut apprendre à vivre avec, sans les laisser nous définir. Elles deviennent des cicatrices, des rappels de notre capacité à survivre. Ce soir-là, en quittant la galerie, je marchais le long de la Seine. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau sombre, créant des milliers d'éclats scintillants. Pendant 15 ans, j'avais vécu dans l'ombre, me nourrissant de ténèbres. Aujourd'hui, je choisissais la lumière. Non pas une lumière aveuglante et naïve, mais une lumière douce, nuancée, celle qui accepte les zones d'ombre, mais qui continue, éclairer le chemin. Je n'avais pas retrouvé la femme que j'étais avant la trahison, car cette femme n'existait plus. J'en avais forgé une nouvelle, plus forte, plus sage, une femme qui savait que la véritable puissance ne réside pas dans la capacité à détruire, mais dans celle de créer. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, la vie est imprévisible, mais pour la première fois depuis une éternité, je ne le redoute pas. J'ai appris que le passé ne doit pas être une prison. Il peut être une leçon. Et la plus grande leçon que j'ai tirée de mon histoire est que la fin n'est jamais vraiment écrite. Même dans la nuit la plus profonde, il y a toujours la possibilité d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle page à tourner. Il suffit parfois d'un regard, d'un dessin, d'un acte de courage pour choisir de écrire différemment. Ma vengeance était inachevée. Et était la plus belle victoire de ma vie. Elle m'a permis de me retrouver, de me réinventer. J'ai compris que le pardon le plus difficile et le plus important n'est pas celui que l'on accorde aux autres, mais celui que l'on s'accorde à soi-même. Le droit de laisser la douleur derrière soi, le droit de cesser de se punir pour les torts que l'on a subis, et le droit, enfin, d'avancer, et d'être heureux. C'est un cheminement long et solitaire, mais c'est le seul qui mène véritablement à la paix. Le bonheur n'est pas l'absence de cicatrices, mais la capacité de les regarder sans qu'elles ne fassent plus mal. C'est savoir que l'on a traversé la tempête, et que l'on est toujours debout, peut-être un peu courbé, mais plus solide qu'avant. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance finalement. C'est une histoire de résilience. La preuve que même après la plus grande des trahisons, il est possible de se relever, non pas pour se venger, mais pour se reconstruire, et de trouver, dans les décombres de sa vie, les fondations d'un avenir plus lumineux. Je continue de diriger ma fondation, de voir des jeunes talents épanouir. Chaque jour leur énergie et leur créativité me rappellent pourquoi j'ai fait ce choix. Je n'ai pas oublié le passé, mais il ne me hante plus. Il fait partie de moi, comme une note grave dans la mélodie de ma vie, une note qui donne de la profondeur et de la résonance à toutes les autres. Je suis en paix, une paix chèrement acquise, mais d'autant plus précieuse. Et parfois, quand je regarde Paris depuis ma fenêtre, je ne vois plus un échiquier, mais une toile immense, pleine de possibilités infinies. Avez-vous vécu une histoire qui a changé votre façon de voir la vie? Laissez un petit cœur si vous pensez qu'on peut toujours recommencer. Abonnez-vous pour plus d'histoires réelles qui touchent le cœur. Commentez, la vie enseigne toujours, si vous aussi vous croyez aux secondes chances.